vaccin Johnson & Johnson, pour l'instant, il n'est pas là. On attend 8 millions de doses d'ici le mois de juin, mais voilà. Le vaccin Johnson & Johnson, pour l'instant, est suspendu suite à des cas de thrombose. La firme américaine, donc, qui retarde la livraison de son vaccin. Certains médecins s'en inquiètent, évidemment. Faut-il s'attendre à une pénurie de vaccins alors qu'on commençait quand même à prendre un certain rythme de croisière, quand même. Ça avait mal démarré, mais ça va beaucoup mieux. 0826 300 300 pour débattre avec les vraies voix. Françoise Degois, Philippe Bilger, Philippe David. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Jean-Paul Ortiz, médecin à Perpignan, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonsoir, monsieur Ortiz. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors évidemment, pour l'instant, le vaccin Johnson & Johnson suspendu. On ne sera pas livré donc le lundi 19 avril comme c'était prévu. Je vous ai lu, vous parlez de catastrophe, monsieur Ortiz. Écoutez, la réalité pour nous, médecins libéraux dans nos cabinets, c'est que nous n'aurons pas de livraison d'AstraZeneca parce qu'il y a un trou dans la livraison d'AstraZeneca cette semaine et la semaine prochaine. Il y aura une grosse livraison, nous dit-on, dans la dernière semaine d'avril. Je parle de l'AstraZeneca. Donc, on aura beaucoup d'AstraZeneca début mai. Et en attendant, on nous a dit, mais vous inquiétez pas, vous aurez un peu de Janssen. Mais du Janssen, donc du laboratoire Johnson & Johnson, ouais. On peut en commander jusqu'à ce soir. Théoriquement, on devait nous le livrer en milieu ou fin de semaine prochaine. Et là, vu que c'est suspendu aux États-Unis et maintenant en Europe, très probablement, nous n'aurons rien. On ne pourra pas vacciner dans nos cabinets. C'est un coup d'arrêt à la vaccination pour au moins 2 semaines. C'est catastrophique parce qu'effectivement, c'est une course, c'est un sprint contre ce virus. Il faut vacciner le plus vite possible. Et c'est pour ça que je plaide pour qu'on ait tous les vaccins dans les cabinets médicaux et pas uniquement l'AstraZeneca. D'accord, donc vous voulez qu'il y ait Pfizer, qu'il y ait Moderna ? Oui, il faut qu'on ait du Pfizer et du Moderna dans nos cabinets médicaux. Au départ, on nous a dit mais c'est pas possible parce qu'il faut le conserver à moins 80. Maintenant, on a prouvé qu'on pouvait le conserver dans un congélateur à moins 20 pendant au moins un mois, puis dans un frigo entre 2 et 8 degrés pendant 5 à 6 jours. Il suffit de s'organiser un peu. C'est vrai que c'est pas complètement simple, mais on peut tout à fait s'organiser avec nos pharmacies de proximité pour pouvoir vacciner, y compris avec du Pfizer et du Moderna dans nos cabinets. Vous avez peur que la campagne de vaccination soit un peu ralentie à cause de cette suspension de Johnson & Johnson et que du coup l'horizon du 15 mai s'éloigne un petit peu ? Bien sûr que j'ai peur de ça, mais il y a plus grave. C'est le problème de la confiance. Les Français, progressivement, ils ont gagné la confiance vis-à-vis de la vaccination contre la Covid-19. On était autour de 50% en décembre, je vous le rappelle. Maintenant, on est dans toutes les enquêtes supérieures à 70-75% de Français prêts à se faire vacciner lorsqu'ils n'ont pas déjà été eux-mêmes vaccinés avec un vaccin contre la Covid-19. Mais il y a un certain degré de défiance vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. On le voit dans nos cabinets, on est obligé d'expliquer aux patients que c'est un vaccin sûr, qu'il y a quelques très rares effets secondaires, mais il y a des effets secondaires aussi avec n'importe quel vaccin, n'importe quel médicament, et donc ils peuvent avoir confiance dans ce vaccin AstraZeneca. Là, on suspend le Janssen. Malheureusement, je crains que et l'un et l'autre aient beaucoup de mal à s'imposer. Oui, bien sûr, mais moi Françoise, je comprends très bien. Vous savez, moi, je prends mon exemple personnel. C'est celui que je connais le mieux, et je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Dans ce cas, je ne suis pas du tout anti-vax. Moi, je suis une bonne élève des vaccins, j'ai fait tous mes vaccins toute ma vie, j'ai pas de problème. Quand je partais en Afrique, la fièvre jaune, c'est pas un souci, tous les 10 ans, maintenant on le fait plus tous les 10 ans. Mais par contre, je suis très angoissé très angoissé, n'exagérons rien, c'est pas trop mon genre, mais l'AstraZeneca, j'ai un immense recul avec l'AstraZeneca. J'ai un rendez-vous par exemple le 3 mai, je vous le dis, pour l'AstraZeneca, et je suis très partagé car je trouve que ça s'amoncelle sur ce vaccin, et ça s'amoncelle en tout cas sur cette méthodologie, sur le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca, c'est-à-dire le principe d'adénovirus. Et je pense qu'en plus, le fait que vous disiez c'est comme tous les autres vaccins, non, justement, parce que c'est pas la même maladie. C'est une maladie qui a mis à terre la planète, avec des millions de morts à l'échelle de la planète, sur un virus qu'on ne connaît pas. Et donc, en gros, on nous demande de nous injecter cette chose-là, comme selon le principe du vaccin, on nous demande de nous l'injecter en toute confiance, alors qu'il y a, même si c'est des statistiques, un cas sur 1 million, on s'en fiche, on n'a juste pas envie d'être le cas sur le million. Et le Danemark qui a décidé de ne plus vacciner avec AstraZeneca. Donc je comprends, je pense que la mort dans l'âme, j'irai quand même me faire vacciner, parce
parce que je pense que rien ne vaut le fait de se faire vacciner, mais quand même, il y a un problème majeur sur la confiance, je vous le dis. Pourtant, moi, je suis très confiante. Hein, rassurez Françoise de Gois, non, j'ai pas besoin qu'il me rassure, je me rassurerai toute seule. Non, mais j'entends ce que vous dites. Simplement, moi, je vais vous donner quelques chiffres. Alors, vous allez me dire, moi, je suis pas un chiffre, je suis un individu. C'est pour ça que vous seriez un de mes patients. Je vous expliquerai le problème de la relation bénéfice-risque. Non, mais écoutez, docteur, s'il vous plaît, soyez sympa. Je vous apprécie beaucoup. Vous savez, bénéfice-risque. J'ai la tête comme une cougourde d'entendre cette expression. J'en ai rien à fiche des statistiques, le 1, le 0,1. Je les connais par cœur, comme vous. Je fais de l'antenne matin, midi et soir. Et je pense que je passe ma vie comme vous avec tous les épidémiologistes de la Terre. Je vous dis juste qu'il faut trouver un moyen pour redonner la confiance avec d'autres arguments que bénéfice-risque, etc. C'est pas faux. On s'en fout, on s'en fiche. Philippe Bilger, qu'on n'a pas entendu. Philippe. Moi, je pense que la seule solution, je plaide pour ça, la seule solution, c'est qu'il faut qu'on banalise l'ensemble des vaccins. Et aujourd'hui, il faut qu'on adapte. C'est vrai, vous avez raison. Ça, c'est bien. Attendez, il faut qu'on adapte chaque vaccin à chaque situation médicale, parce qu'il y a des vaccins qui sont mieux adaptés à certains âges de la vie, il y a des vaccins qui sont visiblement moins bien adaptés lorsqu'il y a des pathologies associées, lorsque vous avez des maladies chroniques, il vaut certainement mieux en faire certains plutôt que d'autres, lorsque vous avez une immunité qui est plutôt faible, il faut faire un type de vaccin et pas forcément l'autre, et je crois que c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'il y ait tous les types de vaccins dans tous les endroits. On comprend mieux. Donc le Pfizer, le Moderna, l'AstraZeneca, le Johnson & Johnson. Philippe Bilger. Mais Président Ortiz, c'est une très bonne idée de vouloir banaliser les vaccins, mais est-ce que vous ne croyez pas que justement, à cause des maladresses gouvernementales de cette campagne pour la vaccination qui a été très maladroite en ce qui concerne le Johnson & Johnson et l'AstraZeneca, même si vous disposiez de tous les vaccins, est-ce qu'il n'y aurait pas naturellement un choix qui serait fait par le patient avec les conséquences négatives qui en résulteraient ? Là où vous avez raison, c'est quand vous dites que la campagne a été extrêmement maladroite. On a fait une campagne en trompe-l'œil, on a fait de la poudre aux yeux, parce qu'on a multiplié les lieux de vaccination, on ouvre des grands vaccinodromes. En fait, ça sert à rien, on fait croire aux Français qu'en multipliant les lieux où on vaccine, on va vacciner plus. En réalité, ce qu'il nous faut, c'est plus de vaccins, plus de doses. C'est simple. Ouais. Bon, et ça, on n'en a pas assez. Après, je continue à penser que c'est auprès de son médecin, son propre médecin, son médecin traitant, qu'on trouve la réponse à ces questions qui sont légitimes. On est devant une prouesse de la recherche, une prouesse de l'industrie pharmaceutique phénoménale. C'est normal qu'on soit extrêmement prudent et il est normal que chacun s'interroge sur la vaccination, chaque vaccin, etc. Et je crois que c'est auprès de son médecin traitant qu'on trouvera la réponse à tout ça et qu'on arrivera à convaincre les Français d'adhérer à tel ou tel vaccin en fonction de son âge, de son sexe, de sa pathologie associée, etc. Philippe David. Mais dans le cadre d'un dialogue singulier, quoi. Ouais. Absolument, c'est le dialogue singulier. C'est pour ça que moi je suis pas très favorable aux vaccinodromes, parce que les vaccinodromes c'est des grands machins où effectivement on perd cette notion de dialogue avec son médecin. Il y a des Vaxidrive maintenant. Le premier Vaxidrive hier près de Perpignan. On se vaccine dans la voiture. Voilà. Oui, c'est à Montpellier qu'ils ont fait ça. Moi je trouve près de Montpellier, pardon. On est dans de la politique spectacle. On est dans de la communication et la santé c'est un thème qui est très fragile, qui est très sensible. Ça touche au plus profond de ce que nous sommes et ça je trouve que c'est dans le dialogue singulier, c'est avec son médecin qu'on doit en parler et c'est comme ça qu'on arrivera à avancer. Alors c'est pas facile mais je continue à penser, regardez les enquêtes d'opinion, les Français ils ont confiance en qui? Est-ce qu'ils ont confiance au ministre de la Santé? Non. Ou est-ce qu'ils ont confiance en leur médecin traitant? Non, voilà. Ils ont confiance en vous. Allez, excusez-moi Philippe David, docteur, juste avant d'accueillir Patrick qui nous appelle au 0826 300 300. Philippe David. J'ai lu suite au
problème de défiance avec l'AstraZeneca. Françoise a reparlé, je ne vais pas revenir dessus, de dire aux gens qui avaient eu une première dose de vaccin AstraZeneca qu'on leur ferait une Pfizer, par exemple, en deuxième dose. Excusez-moi, est-ce que c'est pas un peu cavalier de faire des mélanges comme ça, quoi? C'est pas remplacer du sucre roux par du sucre blanc quand on se fait une caipirinha ou des crêpes? J'imagine qu'on a étudié la question quand même. Aussi vite, ça m'étonne un peu quand même, hein. Alors, au niveau, pourquoi est-ce que cette décision a été prise? C'est qu'on a utilisé le vaccin AstraZeneca sous 9-12 ans chez les populations plutôt jeunes, en dessous de 55 ans, parce que on n'avait pas les données des tests du vaccin AstraZeneca chez les populations les plus âgées. Donc on a probablement péché par excès de prudence. Or, on s'est rendu compte que les très rares cas de thrombose qu'il y a eu touchaient plutôt les personnes en dessous de 55 ans. C'est pour ça qu'on a inversé la logique et maintenant on dit ceux qui ont moins de 55 ans, par prudence là aussi, il ne faut pas les vacciner avec un AstraZeneca. Et alors, le vaccin, c'est quoi? C'est une façon de stimuler les défenses de l'organisme, de stimuler l'immunité qui va vous permettre de vous battre contre le virus Covid. On a commencé pour un certain nombre de patients à le faire avec de l'AstraZeneca, comme on pense qu'il est plus logique et plus prudent de le faire avec un vaccin ARN messager, que ce soit un Pfizer ou un Moderna. C'est ce qu'on préconise aujourd'hui. C'est pas cavalier, c'est assez logique en matière scientifique, même si, il faut bien le reconnaître, on n'a pas le recul suffisant, et même si, avec beaucoup d'humilité, moi en tant que médecin, j'ose le dire très tranquillement, nous apprenons tous les jours sur cette épidémie, sur ce On n'a pas le recul, ça fait un peu peur quand même, Jean-Paul Ortiz. C'est bon. Je trouve quand même que c'est bon. Effectivement. Très particulière. C'est pour ça que je pense que quand même, il y a une espèce de course effrénée, et je salue le génie humain, hein, mais cette idée de course effrénée vaccinale depuis un an, il y a quelque chose, moi maintenant, je voudrais marquer pause, pas pause sur la vaccination, mais vraiment, il faudrait se poser pour savoir exactement qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Franchement, je vous assure que j'ai un copain, AstraZeneca, première injection il y a 3 semaines, et bien infecté au Covid et Covid lourd. Donc il faut quand même expliquer comment c'est possible. Patrick nous appelle au 0826 300 300. Patrick d'Île-de-France. Bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Patrick. Tiens, le Renaud Muselier, le président de la région PACA, a précommandé 500 000 doses du vaccin Spoutnik. C'est pas confirmé encore. Il aura la réponse sous une dizaine de jours. Favorable, vous, à ce que l'État français commande du Spoutnik, Patrick? Écoutez, moi, à mon humble avis, on présente la chose comme si on nous demandait de choisir entre Peugeot, Renault et Citroën. Moi, à mon humble avis, lorsqu'on est dans cette situation-là, on est comme dans un bateau qui coule, on nous envoie des bouées de sauvetage, on ne va pas donner une appréciation sur la couleur de la bouée quand même. Ouais, vous avez raison. Bah oui. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est des blocages purement idéologiques. Hein, franchement, c'est dommage, c'est dommage. Moi, le Maroc, honnêtement, les Marocains qui sont très en avance sur nous et les Algériens se vaccinent avec Spoutnik et Chinois et Spoutnik, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, on veut pas donner on est dans l'urgence. On veut pas donner le point politique à Vladimir Poutine. C'est d'une connerie. Et d'ailleurs, Angela Merkel. Attention. Si vous me permettez, sur le Spoutnik, nous n'avons pas les données scientifiques en matière d'efficacité et éventuellement d'effets secondaires. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, je ne veux pas rentrer dans un débat diplomatique sur le Spoutnik, mais sachez que la Russie est un des pays où la population russe est la moins vaccinée, et les capacités de production du vaccin Sputnik sont très basses. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un jeu diplomatique autour de ça. Alors moi, qu'on commande du vaccin Sputnik, je suis absolument pas opposé, à condition que j'ai l'ensemble des données scientifiques en tant que médecin et que je sois rassuré à la fois sur l'efficacité et sur les éventuels effets secondaires. Petit temps, l'agence du médicament les a, il y a 2 publications d'ailleurs. La première. Premièrement. Deuxièmement, l'argument qui consiste à dire que c'est une offensive diplomatique. D'abord, tous les pays font une offensive diplomatique avec leur vaccin. Deuxièmement, c'est la raison pour laquelle Angela Merkel et Vladimir Poutine sont en train de signer des accords pour construire des usines pour fabriquer du Spoutnik. Et je vous rappelle en plus que
l'Italie, il y a déjà 1 mois et demi, a acheté le brevet Sputnik pour pouvoir le produire. Donc, l'argument qui consiste à dire les Russes vendent du vent, ça n'est pas vrai. Les Russes vendent pas du vent. C'est exactement comme Pfizer qui nous a vendu sa capacité à produire des millions de doses alors qu'elle ne l'avait pas. On ne fait aucun procès de ce genre à Pfizer parce que c'est américain et on emmerde les Russes parce qu'ils sont russes. Moi, je trouve ça vraiment, on est complètement étriqué, minuscule et minable, franchement. Merci à vous, Jean-Paul Ortiz, médecin à Perpignan. Je vous rappelle que vous êtes président de la Confédération des syndicats médicaux français. Voilà, Jean-Paul Ortiz. J'aimerais qu'on remercie Patrick qui nous appelait de Paris au 0826 300 300.